Vous écoutez Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. Aujourd'hui, on va parler de la loi. On va parler d'une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2014, c'est tout récent. Cette proposition de loi porte le numéro 2291 et sans mauvais jeu de mots, je dirais qu'elle porte aussi l'espoir des malades de Lyme. Et pour nous parler de cette proposition de loi, notre invitée aujourd'hui est Madame Véronique Louwagie, qui est députée de la 2e circonscription de l'Orne et également maire de la ville de l'Aigle. Madame Louwagie, bonjour. Bonjour Madame Dubé. Donc Madame Louwagie, vous faites partie des personnes qui ont signé cette proposition de loi. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de cette proposition de loi? Comment est née cette idée de faire une loi sur la maladie de Lyme? Alors effectivement, nous sommes un certain nombre de signataires au niveau de cette proposition de loi, puisqu'à la date de hier, nous sommes 109 signataires. Et cette proposition de loi a vu le jour à l'initiative de mon collègue député, Marcel Bonneau, qui est député du Doubs, et qui, lui, a été sensibilisé par une personne de sa circonscription, une maman dont la fille a contracté la maladie de Lyme et qui, en l'occurrence, a développé une tumeur au cerveau, sachant qu'au niveau de la maladie de Lyme, il y a finalement autant d'individus que de symptômes et de conséquences. Alors, c'est vrai que c'est lui qui a été l'initiateur finalement de cette proposition de loi, où aujourd'hui un grand nombre de députés se sont rattachés. Alors, il est intervenu au travers diverses phases, puisqu'il était conscient qu'on ne pouvait pas légiférer sur des mesures réglementaires. Donc, il a d'abord déposé une proposition de résolution européenne qui a été enregistrée à l'Assemblée nationale le 1er juillet 2014. Alors, qu'est-ce qu'une résolution? Parce que ce n'est pas forcément un mécanisme courant qui existe et qui est forcément connu du public. C'est un acte par lequel l'Assemblée émet un avis sur une question déterminée. Alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau de cette résolution, elle a été adoptée à l'unanimité. Et elle visait à harmoniser les dispositifs au niveau européen, afin notamment de ne pas reproduire un modèle ou une communication qui a pu exister lors, par exemple, des événements de Tchernobyl. J'avais une petite question par rapport à ça, si vous me permettez. Justement, quand on entend dire qu'elle a été adoptée à l'unanimité, on a du mal à imaginer vraiment, c'était un vote de l'Assemblée nationale. Tous les députés de l'Assemblée nationale ont participé à ce vote ou c'était une commission? Alors c'était une commission, c'était la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, puisque lorsqu'il y a une résolution, c'est la commission qui, je dirais, est en lien finalement en fonction du thème ou des objectifs de la résolution qui se trouve être saisie. Lorsqu'il y a d'abord un dépôt de proposition de résolution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui décide de soumettre ou non cette proposition de résolution à une commission. Et là, en l'occurrence, c'est une proposition de résolution qui a été soumise. Toutes ne le sont pas. Donc, c'est quand même déjà intéressant de savoir qu'elle a été soumise à la Commission des affaires européennes. Et à la Commission des affaires européennes, elle a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des députés membres de la Commission des affaires européennes et qui étaient présents ce jour. C'était, je crois, le 1er juillet de mémoire. Suite à cette résolution, ce qui est intéressant aussi, c'est que la présidente de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, Madame Danielle Auroy, a écrit à Monsieur Tonio Borg, membre de la Commission européenne à Bruxelles, pour l'informer de l'adoption par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale de cette proposition de résolution européenne relative à la maladie de Lyme. Ce en quoi M. Tonio Borg, fin août, a renvoyé un courrier à la présidente de la Commission des affaires européennes pour dire qu'il prenait en compte cette résolution et qu'il s'engageait à soumettre cette résolution au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui est un centre qui existe au niveau de l'Union européenne et qui fait état, qui prend en compte un certain nombre d'éléments pour effectuer notamment, par exemple, des tests de dépistage ou
pour déterminer des modalités d'approche de surveillance de certaines maladies avec une harmonie demandée au niveau de l'Union européenne. Et là, en l'occurrence, M. Tony Hoborg a demandé à ce qu'il y ait l'organisation d'une consultation d'experts au niveau européen pour se pencher sur la définition de cas de la maladie de Lyme, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie problématique qui peut exister sur cette maladie, mais qui ne peut pas se résoudre à une problématique uniquement française. Et il est important d'avoir cette démarche au niveau européen. Donc ça, c'est en cours. Et je crois qu'avant la proposition de loi, dont on va parler un petit peu dans quelques instants, un petit peu plus tard, il est important de relater cette résolution et les conséquences de cette résolution qui sont finalement aussi très importantes, puisque là, il y a une véritable prise de conscience. Et plus qu'une prise de conscience, il y a un cheminement qui est en train de se mettre en place au niveau européen. Oui, donc c'est une histoire donc, qui remonte déjà un petit peu en arrière, mais vous, personnellement, à quel moment vous êtes inclus dans ce processus? À quel moment vous avez finalement entendu parler de la maladie de Lyme, ou à quel moment vous avez eu envie, vous aussi, de vous associer à ce mouvement? Alors écoutez, c'était une maladie que je ne connaissais pas bien. Bon, j'en avais entendu parler, mais sans plus. En revanche, quand mon collègue Marcel Bonneau a proposé à l'ensemble de ses collègues, donc à moi-même, une proposition de loi, je me suis intéressée à ce sujet. Bon, étant moi-même à la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque j'y étais, tout ce qui concerne la santé, la prévention est quelque chose qui évidemment nous intéresse plus particulièrement, en tout cas fait partie de notre domaine d'activité quand on est à la commission des affaires sociales. Donc je me suis intéressée à ce sujet, j'y étais sensible, je me suis un petit peu renseignée moi sur le territoire. Et puis, c'est comme quoi il y a toujours des coïncidences. J'ai eu la chance de marier ma fille il n'y a pas très longtemps, et le jour de son mariage, il y avait quelqu'un de la famille du marié, le cousin, qui dormait ce jour-là, qui n'était pas bien, qui retournait dans sa voiture, etc. Un jeune de 15 ans, et pour qui finalement il a été détecté la maladie de Lyme dans les jours qui ont suivi. Donc évidemment ça nous a un petit peu alertés. Et puis par ailleurs j'ai connaissance aussi d'une personne qui habitait l'Aigle, qui a maintenant quitté la région, quelqu'un qui a à peu près mon âge, que je connaissais bien, qui a également attrapé la maladie de Lyme. Donc quelques éléments aussi sur le territoire qui font que finalement on s'intéresse à ce sujet, et je crois que c'est ça en plus qui peut à un moment donné nous alerter, c'est que finalement on se rend compte qu'il y a des cas sur le terrain et qu'on ne connaît pas beaucoup, parce que s'il n'y avait pas eu en même temps cette initiative de mon collègue Marcel Bonneau, je pense que j'aurais eu beaucoup moins connaissance des problématiques, et si je n'avais pas eu non plus ces cas après qui ont suscité un intérêt, je pense que ça n'aurait pas, ça ne m'aurait pas alerté. Et dans ces cas-là, ça m'a tellement alerté que je pense que nous, les parlementaires, on a aussi un rôle d'être des initiateurs. On doit effectivement voter des textes, mais à un moment donné, on se doit de contribuer à une initiation pour accompagner des solutions, pour proposer des améliorations, puisque notre rôle, c'est quand même de proposer des améliorations à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des Français, et là, je crois que ça en fait partie. On va revenir tout à l'heure justement sur la distinction entre une proposition de loi et un projet de loi, justement par rapport à la suite qui va être donnée à cette proposition de loi. Mais j'aimerais qu'on parcourt un petit peu cette loi, qu'on en parle, parce que les gens qui écoutent l'émission n'ont pas forcément le texte de loi, enfin de la proposition de loi sous les yeux, et ça va nous permettre justement de montrer à quel point cette proposition de loi est une avancée pour nous, les associations de malades, et pour les malades, puisqu'on tient enfin compte de toute une série de choses dont on parle, nous, depuis longtemps. Et on a enfin l'impression d'avoir été entendu. Donc, au début de cette proposition de loi, il y a un exposé des motifs. Donc, vous reprenez déjà les généralités sur la maladie de Lyme. Donc, on va les parcourir quand même un petit peu rapidement pour que les gens qui ne connaissent encore rien de la maladie de Lyme puissent savoir de quoi on parle. Donc, on dit que c'est une maladie infectieuse qui est transmise à l'homme par un vecteur qui est la tique. Que cette maladie infectieuse est due à une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi,
et que les tiques s'infectent en fait en se nourrissant du sang d'animaux qui sont ce qu'on appelle les réservoirs, des animaux comme les cervidés, etc. Bon là, ça c'est pas dans la proposition de loi, c'est moi qui le rajoute. Alors dans cet exposé des motifs, vous reprenez une estimation du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies qui estime à 12% le nombre de tiques contaminées en moyenne en Europe, avec des taux plus importants dans les pays de l'Est, comme l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, la Suisse, où on considère que plus de 20% des tiques adultes sont contaminées par la Borrelia. Alors ensuite, vous expliquez aussi, je pense que c'est nécessaire en fait, effectivement, pour l'ensemble des collègues, vos collègues députés qui vont avoir à réfléchir ensuite à cette proposition de loi, que cette maladie peut évoluer sur plusieurs années ou décennies, que lorsqu'elle n'a pas été soignée correctement, elle peut ensuite affecter la plupart des organes de façon aiguë ou chronique, en conduisant à des handicaps physiques et mentaux. Vous mentionnez la possibilité de séquelles, de rechutes. Et vous dites que les critères diagnostiques, les dépistages, les traitements, comme l'aspect chronique de cette maladie, font l'objet d'une controverse dans le monde médical. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose justement qui en général qu'on n'a pas encore entendu jusqu'à tout récemment dire au niveau politique. Je continue donc dans l'exposé des motifs. Vous signalez que c'est devenu la maladie vectorielle la plus fréquente dans l'hémisphère nord, qu'elle a dépassé en 2009 l'incidence du VIH, c'est-à-dire du virus du sida, et qu'elle est actuellement la 7e maladie la plus déclarée aux États-Unis. Donc ça donne quand même une importance, une mesure de l'importance de cette épidémie. Vous parlez des différentes souches qui existent, et puis vous abordez aussi le problème des diagnostics erronés. Que cette maladie étant mal diagnostiquée, on a parfois des faux diagnostics comme la sclérose en plaques, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la fibromyalgie, les problèmes thyroïdiens, la fatigue chronique, la dépression, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'autisme. Et pour terminer, alors là c'est vraiment quand on est membre d'une association de malades de Lyme, on croit rêver, c'est vraiment Noël avant l'heure. Un paragraphe presque à la fin qui dit qu'un des problèmes les plus douloureux de cette maladie, c'est le déni dont elle fait l'objet dans son stade chronique, laissant un nombre impressionnant de malades non soignés en France. Et vous comparez les 5000 cas officiellement recensés en France avec presque 1 million de patients qui sont traités en Allemagne sur la même période. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant pour les malades parce qu'enfin, on entend les choses que nous, on dit depuis plusieurs années. Alors la question, bien sûr, qui vient à l'esprit, c'est comment en êtes-vous arrivé à ça et comment se fait-il que vous repreniez en fait tous les thèmes qui préoccupent les malades de Lyme? Dans une proposition de loi, il importe, dans ce qu'on appelle l'exposé des motifs, de motiver, comme son nom l'indique, les propositions, les différents éléments de la proposition qui vont être faites. Et donc il est intéressant de relater l'état des lieux qui peut exister, au conditionnel quelquefois, parce qu'on peut, je dirais, ne pas forcément avoir d'éléments factuels obtenus avec beaucoup de certitude, en tout cas de décrire la situation existante, les conséquences ensuite, les problématiques, parce que finalement si on fait une proposition de loi, c'est pour améliorer, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes. Donc c'est en fait l'exposé de ces motifs qui ont pour but de retracer les difficultés concrètes, et je crois que vous avez employé le mot d'ailleurs, auxquelles sont confrontés les malades dans leur parcours de soins. Je crois qu'il y a un certain nombre de réalités de victimes qui ont contracté la maladie de Lyme, que dans le cadre de cette proposition de loi, un certain nombre d'acteurs ont été auditionnés et que ce sont ces auditions qui ont contribué, les parlementaires qui ont réalisé ces auditions, à se forger une idée, à pouvoir établir l'exposé des motifs. Voilà, il faut établir les causes, il faut établir les situations, on va dire, factuelles, les réalités, et puis derrière aboutir à une proposition
pour améliorer ou pour essayer d'apporter des réponses. Vous écoutez Médiatique avec comme invitée aujourd'hui Madame Véronique Louwagie, députée maire de l'Aigle. Et nous parlons de la proposition de loi relative à la maladie de Lyme déposée le 14 octobre dernier par un groupe de députés de l'UMP. Alors justement, donc cette proposition, elle reprend un certain nombre de demandes qui sont réparties dans différents articles. L'article 1er donc, de cette proposition de loi demande au gouvernement de faire en fait un rapport sur la maladie de Lyme et d'en rendre compte au Parlement dans un délai de 2 ans. Et ce rapport, en fait, donc ce que les parlementaires demandent, c'est une estimation du nombre des personnes atteintes par la maladie de Lyme et les infections associées, un bilan de la capacité de consultation d'accueil en secteur hospitalier, une évaluation des besoins prévisibles en fonction justement de cette maladie pour les 10 années suivantes, une cartographie des zones à risque, une étude sur les modalités de transmission, notamment vous demandez d'étudier la possibilité de contamination par transfusion sanguine ou par voie sexuelle, parce qu'effectivement on parle beaucoup de la transmission par la morsure de tique, mais effectivement dans le monde scientifique il y a des débats sur les autres modes possibles de contamination, donc vous demandez au gouvernement de rechercher des réponses ou des pistes en tout cas. Vous lui demandez de faire un rapport aussi sur les modalités de dépistage et de traitement de la maladie et de faire des propositions pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes par la maladie de Lyme et ses aspects chroniques. Donc tout ça sont donc on vous demandait en fait, en gros vous demandez au gouvernement de vous mettre au courant et de dire ce qu'il fait, ce qu'il prévoit. Est-ce que pour vous l'information des députés et des citoyens en général sur cette maladie, est-ce qu'elle est insuffisante actuellement? Et est-ce que vous estimez que ces points de santé publique ne sont pas suffisamment pris en compte actuellement par le ministère de la Santé? Je crois que c'est une maladie qui, compte tenu de son évolution croissante, et vous avez eu l'occasion de le rappeler à travers notamment l'exposé des motifs de la proposition de loi, mérite qu'on y attache de l'importance. Parce que c'est vrai que comme ça n'est pas une affaire simple, aujourd'hui, on a quelques visions différentes entre certains spécialistes au niveau de la maladie. Donc je crois que c'est un rapport vraiment très complet et quand le gouvernement aura produit ce rapport au Parlement, ce rapport évidemment sera communiqué, c'est un rapport qui sera public, donc il apportera déjà un niveau d'information à destination du public concerné, il apportera également un niveau d'information à l'égard de l'ensemble des Français et puis il permettra peut-être de faire des propositions sur des moyens à mettre en œuvre, sur des solutions à proposer. Alors en dehors de cette demande d'information, vous avez aussi quand même des propositions d'action, puisque dans le deuxième partie de la proposition de loi, vous proposez un article 2 concernant en fait la formation médicale continue, demandant que ça soit l'un des thèmes nationaux prioritaires dans le Code de la santé publique. Et ensuite, vous demandez aussi que le gouvernement mette en place un plan national sur 5 ans, de 2015 à 2020, portant sur toute une série d'éléments, dont le dépistage, le diagnostic, etc. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la formation médicale continue. Je me demande donc si effectivement ce thème était retenu comme un thème national prioritaire, de façon concrète pour les médecins de l'ordre, puisqu'on a ici beaucoup de généralistes qui sont assez démunis par rapport à la maladie de Lyme, puisque les recommandations qu'ils suivent sont assez anciennes et ne tiennent pas compte de tout ce qu'on a pu apprendre ces dernières années sur la maladie de Lyme. Comment ça pourrait se faire au niveau de l'ordre, par exemple, la formation continue des médecins? Est-ce que vous avez une idée, en tant qu'élu régional, de la façon dont on pourrait fonctionner ici? Ouais, écoutez, moi j'ai eu l'occasion d'aborder, on va
va dire, quelques questions de cette nature avec le président de l'ordre au niveau départemental. Bon, je crois qu'il appartient aux instances compétentes, donc à l'ordre départemental, de choisir, on va dire, les dispositifs qui sont un peu les plus appropriés finalement à mettre en place. On a notamment au niveau de la maladie de Lyme, une étude qui a été faite a priori par le médecin conseil de la MSA. Bon, c'est dire qu'il y a une sensibilisation de certains acteurs sur ce sujet. Et après, bon, évidemment, il faut, on va dire, multiplier la sensibilisation des médecins à cette maladie pour avoir un diagnostic, on va dire, le plus rapide et le plus efficient afin de raccourcir le parcours des soins. Mais je crois qu'il faut en tout cas se rapprocher de l'instance qui est l'ordre départemental. Donc, pour terminer donc sur cette proposition de loi, on va faire un petit peu la distinction justement entre une proposition de loi et un projet de loi. Donc, d'un point de vue institutionnel, comment est traitée une proposition de loi? Quelle est la différence avec un projet de loi et qu'est-ce qu'on peut espérer en fait dans l'avenir pour cette proposition de loi? Alors, un projet de loi est un texte qui est proposé par le gouvernement, donc qui est soumis à un conseil des ministres un mercredi matin et qui est ensuite présenté ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat en premier, le plus souvent à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi est un texte qui est proposé par des parlementaires. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une proposition de loi proposée par des députés à l'Assemblée nationale. Il est vrai qu'un certain nombre de propositions de loi ne sont ensuite jamais retenues par l'Assemblée nationale et ne viennent jamais en examen, en discussion, donc devant la commission compétente d'abord, donc là qui sera la commission des affaires sociales, et ensuite dans l'hémicycle. Voilà, donc il nous faut rassembler déjà le maximum de députés pour peser au titre de cette proposition de loi. Et après, je pense que mon collègue Marcel Bonneau fait un travail important et intéressant sur le sujet. Il faut essayer de rassembler le maximum de députés. Il est bien évident qu'il faudrait ici dépasser, je dirais, des clivages politiques, de couleurs de famille politique, parce que je pense que la maladie et la douleur ne peuvent pas avoir de couleur politique. Je sais pour ça que Marcel Bonneau a essayé de proposer à des députés d'autres familles politiques que la sienne une signature. Dans l'immédiat, ça n'est pas obtenu. Alors, ce que l'on peut penser aussi, c'est que peut-être les membres de la majorité actuelle, c'est-à-dire les députés de la majorité actuelle, pourraient peut-être se saisir à leur actif, en leur nom finalement, d'une proposition de loi identique ou pourraient la signer. Je crois que ce serait un élément fort qui nous donnerait beaucoup plus d'assurance que cette proposition de loi puisse être soumise à l'examen du Parlement. Oui, de manière institutionnelle, en fait, il n'y a pas d'interdiction à ce qu'une proposition de loi puisse être signée par des députés appartenant à des familles politiques différentes sur le plan des institutions. Non, pas du tout. C'est vrai que ça n'est pas courant parce qu'on est à l'Assemblée nationale très organisé sur un certain nombre de sujets qui d'ailleurs sont des sujets qui sont partagés par les uns et les autres, mais au niveau de nos familles politiques. Et un grand nombre de propositions de loi sont signées uniquement par des députés d'une famille politique, d'une ou deux familles politiques qui se ressemblent, mais pas forcément à la fois par des députés, pour être très clair, des députés de gauche et de droite. On a très peu de propositions de loi en ce sens.
Au niveau de la proposition de résolution européenne, en fait, dans la commission qui avait adopté cette proposition, il y avait des gens de gauche quand même? Ah oui, tout à fait, à fait. Et il faut noter d'ailleurs que la présidente de la commission des affaires européennes est une députée de gauche, et qu'elle a participé d'ailleurs très activement au débat sur la proposition de résolution. Le niveau d'une résolution, bon, c'est un petit peu différent. Mais bon, mon collègue Marcel Bonneau est toujours dans une situation, on va dire, d'espérance. Il fait tout pour dépasser les clivages politiques, et je sais qu'il agit de manière importante. Il faut noter que, on va dire, de jour en jour, il obtient de nouveaux signataires sur cette proposition de loi, parce que quand j'avais fait un petit point avec lui il y a un mois, on était à moins de 100 signataires, et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau beaucoup plus important. Je crois que j'ai dit tout à l'heure 109. Oui. Et est-ce que vous pensez, par exemple, dans l'ordre, donc on a 3 députés ici, vous êtes député de la 2e circonscription, on a dans la première et la 3e 2 députés socialistes, M. Pueyo et Goasdoué. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de discuter de ce problème-là avec eux? Non, je n'ai pas partagé avec eux sur cette proposition de loi. Elle a été déposée maintenant il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Donc elle est communiquée, on va dire, ou elle est rendue publique sur le site de l'Assemblée nationale auprès de l'ensemble des députés. Donc ça va nous permettre d'aborder éventuellement cette question avec d'autres, mais je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec eux. D'accord. Et au-delà en fait de cette proposition de loi, est-ce que la dynamique qui est créée en fait avec cette proposition pourrait servir de base dans les régions pour essayer justement de se retrouver au-delà des clivages politiques pour travailler sur cette maladie qui, comme vous l'avez tout à fait bien fait remarquer tout à l'heure, ne connaît pas les distinctions politiques. Les malades de Lyme appartiennent aussi bien aux électeurs de gauche qu'aux électeurs de droite. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Orne, ça serait un bon terrain en fait pour expérimenter cette collaboration au-delà des clivages politiques sur un problème de santé publique comme la maladie de Lyme? Alors, moi, je crois qu'on peut effectivement profiter, entre guillemets, de cette proposition de loi, en espérant qu'elle soit soumise au Parlement et qu'elle soit adoptée, mais même bien avant, pour organiser finalement une information. Je crois que toutes les initiatives qui permettent une meilleure information, qui permettent une sensibilisation sur la maladie de Lyme sont tout à fait intéressantes. Et par ailleurs, ces initiatives, quand elles sont limitées à tout ce qui concerne information, sensibilisation, peuvent se faire sans experts scientifiques. Mais après, si on veut aller vers des schémas plus d'études, de démarches techniques, il faut que ce soit fait avec des experts, et notamment le monde médical. Je crois qu'il y a différentes sources d'informations. Tout à fait. En tout cas, Madame Louwagie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et on va souhaiter que cette proposition de loi sur la maladie de Lyme suscite chez vos collègues et parlementaires toute l'attention qu'elle mérite. Au revoir. Oui. Au revoir. Depuis que cette émission a été enregistrée, nous avons reçu un courrier de M. Pueyo, député maire d'Alençon, qui nous indique son intérêt pour cette proposition de loi et nous informe qu'il a adressé une question écrite à Mme Marisol Touraine, ministre de la Santé, au sujet de la maladie de Lyme. Donc, une affaire à suivre.